Donc, j'espère que c'est clair et que vous avez entendu la fin de la tentative d'explication de ce que nous étions en train de lire. Le texte est un tout petit peu plus ardu que les fois précédentes. Donc, bah, évidemment, je prends beaucoup plus de temps pour le décrire. Strike dénoncé pour propos fallacieux. Ah, tu crois que c'est ça, ouais. C'est parce que j'ai proposé un monde constitué sans la nécessité de Dieu. Et alors là, non. Là, non. Donc, parmi les... Attendez. Leibniz fonde la vérité du langage, lui, sur la doctrine de l'analogie. D'accord? Parmi les textes très nombreux de Leibniz, retenons-en deux qui sont caractéristiques. Nous avons donc le De Connectione inter res et verba et veritatis realitate, donc de la connexion entre les choses et le verbe et le veritatis réalité, la réalité. Et l'autre, c'est quid sit idea, que sont les idées. Je pense que c'est ça, hein, si je me souviens bien. Alors là, non, Dieu est mort, nous propose Claire. Vous êtes resté sur mes cartes, d'accord. Bah, que je vous proposais comme un exemple des derniers, enfin pas des derniers, mais bon, de philosophie, de théologie mystique, apophatique, donc des théologies de la soustraction. Et si ça vous intéresse, on pourrait se faire des lives sur la patristique avec des textes des premiers pères de l'Église, parce que c'est assez passionnant. On pourrait lire Damascène, on pourrait dire le Pseudo-Denis, des choses comme ça. C'est vraiment très chouette. Moi, je suis un lecteur, enfin je l'ai été, beaucoup de Grégoire de Nice, tout ce genre de choses. Et je pourrais partager ça avec vous, parce que c'est assez beau souvent et assez passionnant. Alors, là, on a plein de latin. Je vais vous lire les textes en latin. Donc, pour ceux qui parlent le latin, bah, tant mieux. Pour les autres, un livre sur les mystiques rénans, bah, bien sûr, bah, il y a une référence. Il y a La mystique rhénane de Alain de Libéra. C'est pas remplaçable. Pour moi, Jean Quéart, le grand spécialiste français, le plus brillant de la mystique rhénane, c'est Alain de Libéra. C'est une référence fondamentale pour moi. D'une manière générale, c'est une référence fondamentale, Alain de Libéra, mais pour ces questions, il faut lire ça, voilà. Ok, bah, note, et puis lisez Alain de Libéra, vous m'en direz des nouvelles. C'est pas toujours simple, parfois si, il a beaucoup écrit sur Maître Eckhart, il a écrit sur Averroès, je crois qu'il avait fait sa thèse sur Maître Eckhart, et on lui doit un très très beau bouquin sur la première philosophie médiévale, et notamment byzantine. Si vous voulez, je vous filerai dans le Discord une petite biblio des textes passionnants de Libéra, notamment Pensée au Moyen-Âge. Très beau texte, politiquement très puissant. Ça vaut le coup. Alors, j'y vais. Et je vous traduis pas à pas, si je peux. D'accord? Idea nomine intelligimus aliquid, quod in mente nostra est. Par le nom, nous comprenons quelque chose qui se trouve dans notre esprit. Alors, si je fais des conneries en latin, si je fais des mauvaises traductions, qu'il y a des latinistes, évidemment, vous pouvez me corriger, d'accord? Hein, parce que moi, je suis pas du tout un bon latiniste, du tout. Donc, je me fais largement aider par des outils douteux. Donc, j'ai beau revenir derrière et recomposer, je pense que mes traductions sont souvent fautives. Alors, on essaye quand même de comprendre, mais là, en me basant sur l'esprit de Leibniz, je me suis dit, bon, je dois approcher quelque chose. Donc, par le nom, par le mot idée, nous prenons quelque chose qui se trouve dans notre esprit. Idea nomine, par le mot idée, le nom idée. Vestigia ergo impressa cerebro non sunt ideae, pro certo enime sumo mentem alium, esse quam cerebrum aut subtiliorem substantiae cerebri partem. Par conséquent, les traces imprimées sur le cerveau ne sont pas des idées, car je considère avec certitude que l'esprit est différent du cerveau, ou d'une forme, d'une partie, un élément plus subtil de la substance du cerveau. Faut pas croire que c'est des questions,
qui sont purement des questions de cette période. Quand on a lu avec vous Bergson, dans Matière Mémoire, au fond, il se pose des questions qui approchent la grande difficulté dans laquelle nous plonge, la nécessité, au fond, de coupler la matrice de subjectivation, donc le sujet qui est, le sujet qui parle, le sujet qui avance, le sujet qui pense, de coupler avec lui biologie et prosodie, tout simplement. Le couplage biologie-prosodie, c'est un couplage complexe duquel on n'est pas prêt de sortir, sur de ce que nous pouvons penser de la pensée, et aussi, évidemment, par ce qui, traversant ce questionnement, est du sujet. Et de l'ordre de l'inclination unique, bon là je pense que c'est ce que le mot esprit recouvre, bien qu'il soit double, hein. Il y a l'esprit comme notion transversale, donc là on arrive vraiment à une ontologie, l'esprit comme chose qui traverserait tout ce qui pense et tout ce qui est pourvu d'un esprit, dans ce cas-là l'esprit serait commun à tout ce qui porte esprit, et il y a l'esprit singulier, qui est l'esprit qui pense dans tel corps, dans telle subjectivité, qui s'affirme avec elle, qui s'épanche avec elle, qui apparaît en même temps que lui. Donc, par conséquent, les traces imprimées sur le cerveau ne sont pas des idées, car je considère avec certitude que l'esprit est différent du cerveau ou d'une partie plus subtile de la substance du cerveau. On continue, donc la suite du texte. Multa autem sunt in mente nostra, dans notre esprit. Donc il y a beaucoup de choses in mente, donc dans notre esprit. Hein. Exempli causa cogitationes, par exemple, des cogitationes, des pensées, perceptiones, donc des perceptions, affectus, donc non pas des affects, mais des sentiments, donc des traversées de l'esprit qui sont de nature très différente. Qua agnosimus non esse ideas, dont nous reconnaissons qu'elles ne sont pas des idées à proprement parler, et cicine ideis non fiant, dont nous reconnaissons qu'elles ne sont pas des idées, même si elles ne se produisent pas sans idées. Idea enim nobis non in quodam cogitandi actu, sed facultate consisti, et ideam rei aberedissimur, et si de ea non cogitemus, modo data occasione de ea cogitare possimus. Car nous avons une idée, non pas dans l'acte de penser, mais dans la capacité. Et on dit que nous avons une idée d'une chose, même si nous n'y pensons pas, seulement lorsque l'occasion nous est donnée de penser à ce sujet. Donc l'idée d'une permanence, si vous voulez, de l'idée, qui ne voit pas dans le cerveau, mais dans l'esprit, hein. Permanence de l'idée, donc là on en revient à la question de la mémoire, par exemple, mais qui est passer en acte, en quelque sorte, pour prendre un vieux vocabulaire aristotélicien, seulement lorsque l'occasion nous est donnée de penser à ce sujet. Donc il y a entre pensée et idée, là, une partition proposée par Leibniz, dans laquelle il y a, par le fait de penser, une manipulation des idées dans un tissu de l'esprit, où se trouve également, comme il le dit auparavant, perceptiones affectus, c'est-à-dire des perceptions, des sentiments. On poursuit. Donc là, c'est le texte qu'il nous a donné. Arrêtons-nous à ce début. Pour Leibniz, comme pour Spinoza, l'idée n'est pas un tableau inerte, elle est active, ce qui suppose une tendance et une forme de l'idée. Alors là aussi, si on veut dire que c'est un postulat, dire qu'il y a forme de l'idée, même si c'est actif, je crois comprendre que l'activité est extrinsèque, qu'elle est extérieure à l'idée.
C'est-à-dire que l'idée elle-même n'est pas la tendance. J'entends là, mais peut-être que j'interprète mal. L'idée n'étant pas elle-même durée, mais localité. C'est-à-dire, l'idée serait d'un seul coup imaginable comme prise dans un courant qui lui est extérieur. Cette forme, qui serait en puissance en nous, s'actualise, c'est le terme que j'ai employé aussi tout à l'heure, donc là le rédacteur des Laval, c'est Bélaval ou Delaval? Bélaval, Yvon Bélaval, emploie aussi ce vocabulaire aristotélicien, donc l'idée qu'il y ait quelque chose qui soit en puissance et qui ne demande qu'à se manifester, et qui donc s'actualise quand l'occasion se présente. Ça c'est assez intéressant, parce que aussi n'est pas posée là la question de l'occasion, à savoir qu'est-ce qui stimule et construit cette occasion. Est-ce que c'est l'inter-individualité? Est-ce que c'est la réflexivité? Bon, rien n'est dit à ce sujet. Qu'est-ce que cette fameuse occasion de penser quelque chose? Alors, il illustre, il dit, en d'autres termes, donc l'idée est une méthode qui conduit à un contenu. En l'occurrence, c'est peut-être l'idéation, qui est une méthode qui conduit à un contenu. Voyons comment il illustre, pour y voir plus clair. Par exemple, si j'ai l'idée de section conique, cette idée, c'est-à-dire cette définition en fait, me donne le moyen de parvenir, donc ça c'est la méthode, du cercle à l'ellipse, de l'ellipse à la parabole, de la parabole à la double hyperbole. Donc, une consécution possible depuis une idée, de traverser dans la pensée une série finalement d'autres idées, conduites les unes à travers les autres comme une itération, exprimée comme ça dans un continuum d'expression d'un problème. Alors, ce que dit Leibniz, pour éclairer ça, il dit « Necesse est ergo, aliquid in me, quod non tantum adrem ducat, sed etiam eam exprimat ». Il faut donc qu'il y ait en moi quelque chose qui non seulement mène à la question, mais qui l'exprime. Donc il y a un caractère à la fois de station, mais qui participe visiblement à ce mouvement. Exprimere, voilà le mot essentiel. Exprimat, eam exprimat. Voilà. Sed etiam eam exprimat, mais qui l'exprime aussi. Exprimere, voilà le mot essentiel. Entre l'idée et le réel, entre l'expression et l'exprimer, il doit y avoir une correspondance réglée. C'est cette correspondance qui constitue l'exprimere, comme une espèce de réorganisation, salut Louisa, de cet agencement finalement. Donc si on comprend le modèle, le point de connexion entre l'idée et le réel, entre l'expression et ce qu'on exprime, en supposant quand même qu'il y a toujours langage sous-jacent, il existe une règle, une espèce de chemin qui est cette expression, qui va constituer l'expression. C'est-à-dire que c'est la correspondance même entre la chose, entre l'expression et l'exprimé, qui va constituer ce chemin. Ainsi, un peu plus loin, exprimere aliquam rem dicitur illud, in quo habentur habitudines, quae rei exprimandae répondent. Alors là, je ne vois pas trop ce que habitudines peut vouloir dire dans cet endroit. Ça se traduirait littéralement par des attitudes. Donc si je traduisais littéralement, et je pense que c'est pas ça, on dit qu'il exprime quelque chose en quoi il y a des attitudes qui correspondent à la chose à exprimer, peut-être des configurations. On dit qu'il exprime quelque chose en quoi il y a des configurations qui correspondent à la chose à exprimer. Alors, des exemples. Une machine et son modèle, un solide et sa sténographie, donc sa prise en note, un discours et les pensées et vérités. D'accord. Les caractères et les nombres,
une équation algébrique et une figure. Dans tous les cas, on peut passer de l'exprimant à l'exprimé et à l'inverse. Ce qu'il écrit par la suite, unde patet non esse necessarium ut id quod exprimit simile citrei expressae, d'où il est clair qu'il n'est pas nécessaire que ce qu'il exprime soit semblable à la chose exprimée, modo habitudinem quedam analogia servetur, pourvu qu'une certaine analogie soit quand même maintenue, dans une analogie donc de configuration, quoi. Donc il n'y a pas nécessairement de terme à terme une correspondance. L'analogie est maintenue ailleurs, dans une sorte de configuration entre la chose exprimée et ce que l'on exprime. Cependant, il faut distinguer entre les expressions fondées en nature et celles qui sont, au moins en partie, fondées en convention. Effectivement. Fondées en convention, c'est-à-dire qui ne nécessitent plus de rapport analogique à proprement parler, quoi. Les premières comportent une ressemblance, donc tous les cercles, une région géographique et sa carte, par exemple, le cercle et l'ellipse, etc. Donc tous les cercles entre eux, ils portent une ressemblance entre eux. Une région géographique et sa carte, le cercle et l'ellipse, ils ont des ressemblances saisissables, donc un point d'analogie qui est de l'ordre pratiquement formel. C'est-à-dire que l'assonance qui peut exister est prise dans la question de la forme. Et les autres choses ne comportent pas de telles expressions qui se font par des mots ou des caractères, donc de la conventionnalité, si vous voulez. D'accord ? A priori, la langue est un système de pure conventionnalité qui ne nécessite pas d'avoir recours à des ressemblances entre ce dont on parle et la chose dont on parle. Un effet exprime sa cause, et l'effet entier exprime la cause pleine, ce qui est l'énoncé du principe de continuité. Donc un effet exprime la cause, et l'effet tout entier exprime la cause tout entière, ce qui est l'énoncé du principe de continuité entre cause et effet. Dieu s'exprime dans le monde. Lorsque des expressions relèvent de la même cause, elles s'entre-expriment. Ainsi, le discours et le geste qui expriment une pensée. Donc ils vont de pair, relevant de la même cause, elles se signifient mutuellement l'une l'autre. Donc la théorie de l'expression qui nous est donnée là. Voyons. Petit 1. La théorie de l'expression est une mathématisation de la théorie de l'analogie. Une théorie qui avait perdu son sens originel de rapport mathématique. L'expression est une correspondance réglée dont la géométrie projective peut offrir une bonne image. Petit 2, elle est une synthèse de l'unicité et de l'équivocité. L'unicité, c'est quoi ? C'est la règle de construction, c'est le caractère logique, donc toujours semblable, qui n'a pas plusieurs sens. Et l'équivocité, la pluralité des sens, elle est dans la dissemblance possible entre exprimant et exprimé. Là peut se nicher une pluralité de sens. Troisièmement, la théorie de l'expression, troisième point, se trouve ainsi synthétiser l'intériorité finalisante du verbe dans la règle de construction qui donne la définition réelle et l'extériorité des signes qui n'appartiennent pas en propre, si vous voulez, à la règle de construction elle-même. Donc l'exemple pris ici, c'est l'exemple mathématique. Il y a des glissements potentiels de chacun de ces termes à l'intérieur de la règle de construction. Par conséquent, dans le langage, il y a toujours quelque chose de naturel et quelque chose d'artificiel. D'accord, c'est dans ce dispositif. On est clair, le dispositif proposé ici dans la théorie de l'expression de Leibniz. Le principe même de l'expression, d'une façon générale, c'est de supposer
que vous avez une causalité extérieure, une chose extérieure, et que vous la faites advenir, que vous l'exprimez, que vous l'hypotypez, que vous la faites apparaître dans le discours ou autrement. C'est exactement la même chose que quand on suppose que les disciplines artistiques expriment quelque chose. On suppose qu'elles ne font que mettre en branle un dispositif, un moyen par lequel on rend compte de quelque chose de déjà là. Voilà. Alors, du coup, conséquence, le meilleur langage, si tant est que la question de la performance passerait par la diminution maximum en fait de cette dissemblance, ça serait quoi? Ce serait celui dont la composition des signes imiterait le naturel. C'est-à-dire la composition des signes. Là, l'exemple qui est choisi, c'est Lucifer ou phosphore. C'est-à-dire que la chose dite, en l'occurrence là le signe est un mot, le mot Lucifer ou le mot phosphore, donc déjà des signes qui sont eux-mêmes, je dirais, méta-signes, en quelque sorte, qui sont eux-mêmes composés de séries articulées à la fois de signes, c'est-à-dire d'unités de signification, de sens, et donc Lucifer, je crois que c'est qui porte la lumière, tout simplement, ou phosphore, qui doit dire à peu près la même chose, si je ne me trompe pas. Donc où il y a une analogie entre la chose dont on parle et sa composition. Bon, là, l'imitation, évidemment, elle paraît hautement farfelue, parce que cette combinatoire ne résout pas le problème de départ, évidemment, c'est-à-dire des éléments qu'il constitue. On passe à la trappe. D'une part, on pourrait dire ce qui fait cause pour penser Lucifer dans ses relations à la lumière, qui doit quand même être motivée par autre chose. Et cette motivation, elle est questionnée aussi historiquement, ou des choses, métaphysiquement. Mais aussi, tout simplement, au niveau du langage, toutes les séries qui s'y articulent, à savoir les unités de sens, mais aussi tout simplement les éléments qui servent à composer structurellement un mot dans telle ou telle langue. Et qui va jusqu'à sa transcription ensuite graphique, par l'écriture, s'il s'agit de discours écrits. Et où là, la question de la conventionnalité est au maximum. On est dans un arbitraire total. Les lettres, par exemple, etc. Donc on a affaire à des séries de signes acoustiques, et puis, pour l'écriture de signes graphiques qui renvoient à ces signes acoustiques qui sont eux-mêmes arbitraires. Parce que, évidemment, c'est bien joli de parler de Lucifer comme imitant, d'une certaine manière, la nature propre de ce que porte ce mot, mais cette nature propre, nous la perdons instantanément dès que nous le composons avec lux, donc la lumière, et la relation de ce lux avec la lumière elle-même. C'est un tour de passe-passe qui nous ramène au point de départ, au fond. Petit 4, la théorie de l'expression est une théorie générale du langage, donc pratiquement une sémiologie, quoi. Et cette théorie, en vertu de l'unicité de l'être, donc univocité, est elle-même fondée sur l'activité de l'être. Le langage est donc susceptible, dans ce cadre, de vérité absolue. Voilà. Ça, c'est la conséquence. Si tant est que peut être atteint cette analogie, alors le langage, s'il peut répercuter cette fondation même de l'être, c'est-à-dire s'il peut dire quelque chose de ce que les choses sont, eh ben, il peut atteindre leur vérité. Puis vous voyez, s'il y a des plans sur lesquels ces configurations sont superposables, alors la conclusion, c'est qu'ils sont connaissables. Par l'un, on connaît l'autre, d'une certaine façon. Puisque dans l'un, d'une certaine manière, s'exprime l'autre. Alors, que répond Yvon Bellaval à cette question de Michel Jallet, à votre avis? Il dit « Oui, mais ça dépend de l'auteur auquel vous pensez et du niveau auquel vous placez. » Par exemple, dans le nominalisme de Hobbes.
Donc, nominalisme, hein, c'est plutôt ma position. C'est une position par rapport aux signes, et notamment aux signes verbaux, aux signes de langue, qui suppose que les mots sont des purs rapports de convention avec les choses dont ils rendent compte, non pas d'autres rapports que des rapports purement conventionnels. Et mieux encore, quand il s'agit des rapports conceptuels, de supposer qu'il n'y a même pas d'ancrage réel dans la manipulation, enfin dans les concepts manipulés, qui permettent de voir apparaître dans le monde des choses les concepts dont il est question, n'ont pas de caractère propre de réalité. Ce sont de purs concepts qu'on ne pouvait pas constater, qui sont les termes d'une relation de discours, qui sont utiles pour penser, pour articuler des énoncés, mais auxquels on ne peut pas imaginer une présence dans le monde sublunaire. Donc quand vous dites l'humanité, par exemple, l'humanité est quelque chose qu'on peut penser, dont on peut parler, momentanément parce qu'on a quelque chose à dire sur des caractères généraux dans telle ou telle circonstance, pour peu qu'on ait envie de parler de morale, de philosophie, d'éthique ou de politique, mais il n'y a rien dans le monde des choses qui s'appellerait l'humanité, qu'on pourrait observer, considérer comme véritablement existant. C'est un rapport de pure conventionnalité de discours. Bon, ça, c'est une position nominaliste. Par exemple, dans le nominalisme de Hobbes, tel du moins que Leibniz l'a compris, on ne renvoie pas à la vérité absolue, mais seulement à la vérité de nos idées. Donc là, c'est une lecture complètement psychologisante quand même de la position nominaliste. Ce soir, on lit sur Leibniz la préparation à sa caractéristique universelle, c'est-à-dire à cette langue idéale que rêve Leibniz pour produire un dispositif complètement adéquat entre monde des choses, pensée des objets du monde et forme des énoncés. Une espèce de mathématisation radicale, finalement, de la langue pour obtenir une espèce de porte ouverte vers la vérité du monde des choses, sans parasite, comme une espèce de rêve mathématique, si tu veux. Et là, on est dans les jeux de questions qui suivent une intervention de Yvon Bellaval, qui répond là en ce moment à quelques questions qui lui sont posées. Donc, dans le nominalisme de Hobbes, tel que Leibniz l'a compris, on ne renvoie pas à la vérité absolue, mais seulement à la vérité de nos idées. Et ces idées sont arbitraires, dans la mesure où les mots qui les déterminent sont eux-mêmes arbitraires. Alors que, évidemment, il faut avoir pensé la nécessité d'une coïncidence entre les deux pour juger du caractère arbitraire des idées. Parce qu'en fait, les idées n'ont pas besoin de ce recours analogique pour être fondées en sens. Ça ne les rend pas arbitraires pour autant, si vous voulez. Elles peuvent trouver des organisations qui, en elles-mêmes, produisent des systèmes qui se justifient. Chez Descartes, nous avons affaire à deux êtres. Donc là, il y a équivocité. Il n'y a pas univocité de l'être, par exemple. Il y a l'être infini, Dieu, et l'être créé, pour Descartes. À l'égard de l'être infini, nous ne pouvons rien dire, sauf qu'il existe. Nous ne le savons seulement que par intuition. D'une certaine manière, la tradition apophatique des pères de l'Église, des mystiques de l'Église, était un peu là. De Dieu, on ne peut pas dire grand-chose, on peut dire ce qu'il n'est pas, avec quoi il ne faut pas le confondre. Et là, en l'occurrence, effectivement, il y a beaucoup de prédicats qui sont soustractifs, hein, qui sont réductifs et ne peuvent s'appliquer à Dieu. À partir de là, tout cela, on peut les enlever et commence à se dessiner d'une certaine manière un portrait en creux de l'être divin. Mais de lui-même, on ne peut rien dire à proprement parler, sans le limiter complètement. Dieu est l'être créé. Donc, à l'égard de l'être infini, nous ne pouvons rien dire, tatati tata. Mais nous ne pouvons rien affirmer sur les idées de Dieu, ni sur sa logique. Par conséquent, il est possible que nos idées et notre logique n'aient aucun rapport avec celle de Dieu, dans le système de Descartes. Alors, elles ne seraient ni de convention,
Sous-entendu, avec qui pourrions-nous passer cette convention, ni naturelles. Elles n'émanent pas de notre nature. Elles sont positives et innées. Ça, c'est la conclusion qu'on tire Descartes. Alors, est-ce que c'est la seule conclusion qu'on peut tirer de cette proposition? Là, on peut avoir une vision, par exemple, moins substantialiste et plus existentielle de la formation des idées. C'est-à-dire de ne pas les mettre en concurrence avec la subjectivation, mais considérer qu'elles sont la forme même de cette subjectivation. Ça veut dire que la question de la nature serait posée autrement. Ça n'émane pas de la nature, mais le mot qui achoperait, ce ne serait pas nature, ce serait émanation, dans ce cas-là. C'est à cet endroit-là qu'il y aurait problème. Dire évidemment que nos idées, notre logique ne sont pas des conventions parce que nous n'avons pas signé de contrat, en gros, nous n'avons pas passé de convention, c'est jouer un peu sur le terme de convention, puisqu'il n'est jamais vraiment question de soumettre les idées à l'autel de cette interrogation, en tout cas pas sous cette forme-là. En gros, le processus lui-même n'a pas à être estimé, jugé, comme au même titre et de la même manière que les objets dont il s'empare. Donc on peut considérer aussi que la question de la conventionnalité, à cet endroit-là, elle est peut-être pas bien posée par rapport à la question de l'idée. Peut-être que c'est pas un problème adéquat à penser l'idée ou à penser la pensée. Là, dès l'instant où on en a une vision vraiment constructive, extensive dans la durée, coextensive au sujet qui advient, alors le rapport de conventionnalité, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que la question de la conventionnalité, elle est plutôt vouée à la production elle-même d'un système et de ses fonctions et de ses fonctionnements. Rien ne serait changé à l'égard de l'être créé, le monde, si Dieu pouvait être trompeur. Dieu n'étant pas trompeur, il faut que les idées innées qu'il a empruntent en nous, donc on parlait du système cartésien avec les idées innées empruntées en nous, mises sous forme d'empreinte en nous, pour nous faire connaître le monde, ne soient pas elles-mêmes trompeuses. Voilà. La seule garantie, en fait, que les idées qu'on a du monde ne soient pas des erreurs fondamentales, ce serait le dépôt qui fait Dieu lui-même de son caractère ontologiquement non trompeur. Donc, pour un Dieu duquel on n'a rien à dire, on peut quand même, visiblement, au moins affirmer qu'il n'est pas trompeur. Après, nous ne sommes que des habitants, après tout. Je veux dire par là que même dans tous ces systèmes, il faut supposer des degrés de subordination à certains endroits du créateur à sa créature pour que les questions puissent se formuler de cette façon. Si la première vocation qu'on donnait à Dieu n'était pas d'être bon, mais d'être un esprit libre, par exemple, libre absolument, alors on pourrait dire l'infléchissement qu'il donne à sa créature, c'est la liberté. Salut Donio. Et ça change tout. Ça veut dire que le caractère hérité et emprunt ne serait pas une trahison du projet divin si on déplace la qualité première ailleurs que dans la question de la bonté ou du fait d'être non trompeur et qu'on la plaçait dans l'idée fondamentale d'une liberté qui à partir de là ouvre à la construction des propositions, des systèmes, etc. Dans laquelle, du coup, s'articulent très très bien des rapports de conventionnalité, qui en seraient juste des formes de la production, finalement. Cependant, le langage n'est pas un système de signes innés. Ces signes relèvent de l'imagination. Ils n'ont qu'une relation extrinsèque avec les idées, même vraies, qu'ils expriment. Évidemment, puisque vous vous doutez bien que si le langage
était un système de signes inné et qu'on avait postulé, comme il a déjà été postulé, une universalité de la nature humaine, sous-entendu, hein, alors il devrait y retrouver également une universalité de cette collection de signes innés. Dans ce cas-là, la pluralité des langues et même des discours est tout à fait incompréhensible. Donc il faut évidemment placer dans un en dehors ces signes-là et les faire relever de l'imagination ou de la nécessité, mais bon, c'est encore une autre affaire. Origine des langues. Revenons à Leibniz. Il a résumé ce qu'il pensait de l'origine des langues dans Les Nouveaux Essais, livre 3. Il s'inspire du Cratyle de Platon. Avec Platon, il veut dépasser à la fois Démocrite, donc le langage est de pure convention, hein, et Héraclite. Héraclite, le langage est naturel. Pour Démocrite, représenté par Hermogène selon Proclus dans le dialogue platonicien, l'origine du langage ne peut être que conventionnelle. Parce que d'une part, le mot est souvent polysémique, et d'autre part, donc veut dire plein de choses, c'est-à-dire que le mot lui-même n'est pas rabattable uniquement sur une définition. En gros, pour dire les choses bêtement, il n'est pas seulement dénotatif, il peut être connotatif par exemple, il peut selon les circonstances vouloir dire plusieurs choses, et aussi selon les locuteurs vouloir dire plusieurs choses, selon les usages. En gros, il est profondément lié à une situation de discours, quoi. Donc le mot est souvent polysémique. D'autre part, beaucoup d'objets ont une désignation multiple. Donc deuxième problème. Évidemment, s'il y a une adéquation naturelle entre langage et forme du monde, rien ne semble devoir justifier la possibilité de désigner la même chose sous plusieurs espèces différentes. Cette argumentation est reprise par Descartes dans sa lettre à Mersenne du 21 juillet. Au contraire, pour Héraclite, représenté là par Cratyle, donc apparemment c'est le dialogue platonicien de Proclus, donc Proclus c'est un philosophe néoplatonicien important. Donc là, Héraclite est représenté par Cratyle. Le langage, donc Cratyle, donc qui croit en la motivation des signes. En gros, les signes sont motivés, ils ont une cause dans le monde des choses qui va avoir des effets sur leur forme. Donc, il cherche des causes naturelles. Enfin, il imagine que si tel mot est tel mot, il y a une vraie raison qui est trouvable directement dans la chose elle-même à laquelle ce mot se réfère. Alors, il y a quelque chose du chien dans le mot chien, si vous voulez, en gros. Donc, vous êtes toujours là ou pas? Parce que j'ai un petit doute, j'ai un truc qui défile pas. Si quelqu'un veut m'envoyer un petit signe que je vois qu'il y a interaction entre nous, ça m'arrange. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus, comme ça a déjà planté. Oui, Suze fait waf. Donc effectivement, si Suze fait waf, c'est que oui. Et ce que Wundt appelle Lautbild, donc image sonore, qui imite l'effet produit sur nous par un objet. Donc pour Wundt, frissonner, frémir, ou Lautgebarde, geste sonore, qui imite la forme de l'objet. Par exemple, énorme, donc énorme, on ouvre largement la bouche, non, énorme, par opposition à petit, menu, on doit pointer des lèvres. Donc voilà. Ok, vous êtes là, Mandrake, Dr. Wack, merci bien, Lucie. Donc vous voyez là où on va aller traquer partout où on peut. Donc vous pouvez imaginer que ça fonctionne évidemment comme la quête du signe dans la forme paranoïaque d'observation du monde. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait par l'émanation vocale comme, comment dire,
comme analogie auditive. En gros, le mot fait le bruit de la chose, il a un bruit de ruisseau. Ruisseau, ça fait ruisseau, non? Bon, si ça marche pas, vous allez trouver autre chose, vous allez chercher dans la forme que votre bouche prend pour faire ce mot. Vous allez chercher partout un truc qui vous satisfasse. Évidemment, ça va marcher sur 4 mots. Vous garderez bien d'aller voir tous les autres, des milliers d'autres, et puis vous garderez bien, évidemment, d'une chose fondamentale, hein. Vous garderez bien de vous souvenir que la langue n'est pas nominale. Du tout. C'est-à-dire que, évidemment, la langue n'est pas nominale, ça veut dire que, en aucun cas, les substantifs, les mots représentant des choses ne sont la langue. Si on faisait le décompte dans la conversation que nous avons, qui n'est pas vraiment une conversation puisque je parle tout seul, mais pas tout à fait, je vois que vous me parlez dans le chat, mais clairement, comme le mot clairement lui-même, comme le, hein, comme, les substantifs, les mots correspondant à des choses, les noms communs, les noms propres, représentent une toute petite portion. Mais non, Lucie, bien sûr que non. Je sais bien que je ne parle pas tout seul. Tu dis, combien de fois j'ai entendu des trucs de genre pour prouver la supériorité d'un mot dans telle langue plutôt que dans telle autre? C'est vrai? Cette coïncidence, elle est encore rêvée par des contemporains. Je trouve ça très drôle et pas très malin. Mais bon, que dire? Donc là, on en est là. On peut ouvrir largement la bouche par opposition à petit, menu, où l'on voit pointer les lèvres. Alors c'est très drôle. Bon, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je lis des choses pareilles, à Jean-Pierre Brisset. Alors les Coréens disent souvent ça de leur alpha-syllabaire. Les lettres imitent les mouvements de la langue. D'accord. Bah écoute, oui, je comprends que cette volonté de cohérence absolue, en fait. C'est-à-dire que dire? Les points de contact. Et là, il ne s'agit que de ça, en fait. De la traque de points de contact. Les points de contact entre l'activité verbale et le monde des choses sont en fait plutôt introuvables. Or, pour nous, le monde est verbal. Ou plutôt, il est distribution de signes devant le monde. Je ne vais pas exclure toutes les autres activités non verbales qui, par les effets de langage, construisent notre rapport au monde, mais ils en sont la totalité. Que vous fassiez ça avec du français ou de la LSF, ça ne change rien au problème du fait fondamental que c'est réellement notre monde. Et à partir du moment où nous postulons une présence charnelle au monde, comment décoïncider, à quelque moment que ce soit, sans souffrir, cette présence charnelle du finalement seul vrai monde dans lequel nous nous déplacions, à savoir, eh bien, la formation des signes par lesquels nous habitons le monde. Alors, la quête de cette coïncidence, évidemment, qu'elle est immense, qu'elle est continue, qu'elle est infinie, qu'elle ne s'arrête pas, et rien d'étonnant à ce qu'elle soit une marotte de l'humanité. Je vous ai amené un petit bout de Jean-Pierre Brisset pour que vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc Jean-Pierre Brisset, c'est un grammairien complètement amateur, donc c'était pas le boulot, hein, c'était un ingénieur assez fascinant d'ailleurs. Il a inventé des choses étonnantes, notamment des appareils assistant à la natation, très bien pensés, vraiment très intéressants. Mais aussi, alors je vous en ai parlé longuement parce que j'avais dégoté un très chouette livre de Marc Décimo qui s'appelle Jean-Pierre Brisset, Prince des penseurs, qui m'a ramené à Brisset, qui est une lecture de jeunesse qui m'avait fasciné. Et je me suis replongé dans son histoire qui est absolument passionnante, et le bonhomme est bien plus fascinant encore que son incroyable et fascinante grammaire logique. Donc je vais vous lire un petit bout de sa grammaire logique, et voilà, ça donne ça. I, comme nous l'avons dit, sans entrevoir où cela nous mènerait, indiquait la marche droite. Ri, Harry, recule. U et Dio, à droite. Dia, D-I-A, du droit, le chemin. Va, à gauche. Iad, inversion pour à gauche, I, mange. C'est ainsi qu'entre eux parlaient les hommes à l'état presque animal. Termes qui ont été gardés peut-être sur toute la terre jusqu'aujourd'hui pour parler aux chevaux au fond des campagnes. I, Dio, Dia. Ceux qui emploient ces mots sont presque inconscients de leur valeur. Comme alors.
On n'avait alors aucune idée de la durée du temps. Le soleil se montrait et s'en allait, sans qu'on puisse se l'expliquer. Donc lui, il cherche la langue de l'origine, hein, c'est le truc, oui, c'est presque du da, Lucie, tu as raison. Ouais, c'est mon da à moi, en fait, c'est mon da, Jean-Pierre Brisset. Et là, lui, il cherche une ontologie historique de la langue, mais c'est pas une langue adamique. La première créature qui parle pour Brisset, c'est la grenouille. Parce que le premier cri de la grenouille, c'est une question. C'est quoi? 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 La grenouille qui vit au début dans le tohu-bohu, donc dans la boue, l'indiscernement originel. Elle vit dans une eau sale, la saloperie, la saloperie. Donc tout c'est une grammaire par calembour en quelque sorte. C'est la grammaire rêvée pour Suze. Le soleil se montrait et s'en allait sans qu'on puisse l'expliquer autrement que par une volonté personnelle. Il était donc attendu avec impatience. S'il allait ne pas venir. Enfin le voilà qui s'annonce. Entendez les cris de bonheur. You, 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 you. Donc ça, c'est le cri de bonheur naturel, hein, originaire. You, you. You, 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 you. You, joie, je, jour. You, pipi, salut, père. Jupiter, Jupiter. You, Didi, salut les Didi. Les premiers hommes s'appelaient Didi. Di. Nous avons conservé ce mot pour interpeller ceux qui ne sont le plus cher, ce nom le plus cher. Heureux ceux qui sont des dits, car ils sont des dieux. Quand on s'adresse à un ami en lui disant « dis », ça signifie pas « parle », il faut d'abord qu'il sache ce qu'on lui veut. « Dis », c'est le nom de l'ami qu'on tutoie. Les premiers hommes avaient les pronoms « mi » et « di » pour moi et toi. Les « di », ce sont les anciens « dieux ». Enfin, on retrouve « you di » dans « aujourd'hui ». Le jour se dit le « you » dans quelques dialectes. Bon, Brisset ne nous dit pas lesquels. Hein. Nous l'avons entendu et dit ainsi nous-mêmes accidentellement, mais oui, tous les jours. « You », bien sûr. Bon « you » chez vous. Le soleil baissait à l'horizon. Dia, adia, adia donc à gauche, dia. On le rappelait et voyant que c'était inutile, on continuait à le dire dans le sens de adieu. On se quitte d'ailleurs avec ce mot d'adieu, en Allemagne comme en France. Et c'est un peu partout, sans doute. Sans doute, j'aime beaucoup. L'explication que c'est le nom d'un être suprême qu'on invoque n'a aucun sens. Ce serait même prendre ce nom en vain, puisque c'était la lune qui apparaissait inattendue, l'irrégulière, la capricieuse. You, 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 nonna, salut mère, nonna, la grand-mère en italien. Junon, la femme du soleil, le père des dieux, des hommes, elle, la mère de Dieu. Les premiers hommes s'appelaient donc les Didi, ou les dieux. Ils étaient absolument nus. Quand la pluie tombait, la sensation plus ou moins désagréable leur faisait pousser les cris les plus bizarres. Yo, yo, oh, oh, agagag. Ceux qui étaient auprès d'un cours d'eau ne manquaient pas de s'y jeter. C'est de ce temps que date l'universel proverbe « se jeter à l'eau de crainte d'être mouillé ». Faire déshabiller un régiment tout nu auprès d'une rivière en été où l'eau est bonne et qu'un orage survienne, les mêmes causes se reproduisant dans les mêmes circonstances, et ben vous aurez le même effet. Des divers cris poussés à la pluie sont venus la plupart de ces noms chez les différents peuples. Mais la pluie se faisait elle-même désirer, et c'était des mio, mio, à moi de l'eau, pio, pio, père de l'eau. C'était les cris les plus baroques, les plus exagérés. C'était à qui montrerait le plus de zèle. Les dieux ne miaulaient pas dans le sens où on entend ce mot aujourd'hui. C'était le premier verbe pour prier, pour demander. Comme le chat ne se fait entendre que pour demander quelque chose après la période animale, cette expression du premier âge lui est restée en propre. Miauler, pioler, piailler, prier et parler. Voilà sans doute la filière. Les chats miaulent partout de la même manière, mais le verbe miauler équivaut à moi, au faire venir, se modifie suivant le nom qu'on donne à l'eau. Et si jamais, suivant le nom du chat. Si on dit de l'eau dans un patois, on prononce miauler. Si on dit l'eau, on entend miauler. En italien, c'est miagolare, car l'eau se dit ag, agua. Et cela, ça vaut comme en français. À moi, au, faire venir. Les Allemands, poussés vers le nord, n'ont dans ce mot, miauen, maouen, miauler, conservait que l'idée désagréable de coup. Miauen s'analyse à moi les coups à venir. Oh, oh, c'est dans l'interjection pour ah, aïe, ouf. Mais partout dans l'allemand, on retrouve que oh veut dire oh. Au, la prairie, la pluvieuse. Die Donau, le Danube qui donne l'eau. Das Auge, l'œil. L'œil, c'est le pleureur. Et Brausen, c'est le bruit des eaux. Dans toutes les langues du monde, on trouvera miauler, implorer l'eau pour soi. Pioler, implorer l'eau de pi. Ah oui, en grec, c'est mouiller.
en latin, meare, couler, en parlant de l'eau. Ces verbes ne désignent pas forcément la voix du chat ou celle du poussin. En français, mouiller est le premier dérivé de miauler et pleuvoir de pioler. Hein. On dit en patois piouver. Ces deux verbes font parfaitement comprendre miauler et pioler, car leur impératif a exactement la même valeur de mio, à moi de l'eau, mouille, pio, perd de l'eau, fait pleuvoir. Voilà, magique, non? Donc voilà, c'était le moment Brisset, la minute Brisset. Bon, il y en a quelques dizaines et dizaines de pages. Ce sera pour une autre fois. On va essayer de revenir. Ça va être compliqué à Leibniz après ce bordel. Ah, c'est ça, mi-yaourt, mais oui, bien sûr. C'est un peu l'équivalent d'une généalogie biblique par un philologue sous cocaïne, dit Dr. Wack. Oui, c'est assez impressionnant quand même. En tout cas, le chat miaule beaucoup ce soir. Oui, il n'arrête pas. Alors, où j'en étais? Alors, je ne sais pas si je peux essayer de vous montrer des documents, puisque si ça a sauté tout à l'heure, peut-être que ça va merder. Je vais quand même essayer. Parce que je vous ai ramené des documents assez jolis, et je ne sais pas si je peux vous les montrer. On va voir ça. Bon, si ça plante, hein, tant pis. Donc, Leibniz, dans les nouveaux essais, ce livre, lui aussi, a toutes sortes de jeux étymologiques et onomatopéiques pour nous convaincre que les mots ont un élément naturel. Donc avec Brisset, je pense qu'on va rester dans le sujet, quoi. Coaxare, quaken, quecksilber, vif argent, erquicken, conforté, revivifié, ou encore rinnen, ruren, rein, rhône, roer, rauben, rausche. La lettre L, par sa douceur, exprime naturellement lieben, laben. Donc évidemment, Leibniz étant allemand, il prend comme référence la langue allemande. Pourquoi le message a été... Ah bah oui, t'as mis le mot chien. Que nous disait Dogno? Je la connaissais celle-là et celle du chien qui aime faire des niches. Il fait des niches, le chien, c'est vrai. Alors, pour mieux marquer le mouvement, la lettre W se retrouve dans Wehen, Wind, donc le vent, hein, Water, Wasser, Water. Le son Au exprime primitivement quelque chose de liquide, qui reparaît dans Auge, l'œil. Non, c'est pas vrai. On vient de la voir chez Brisset, j'adore. Ah, c'est magique, je m'y attendais pas. Là, je vous avoue que la superposition Leibniz-Brisset, c'est cadeau ce soir. Je suis vraiment content. Salut Solarius. Le son Au exprime primitivement quelque chose de liquide qui reparaît dans Auge, etc. Ce rêve d'une langue naturelle ne sera pas abandonné au cours du XVIIIe siècle et bien au-delà, en particulier chaque fois qu'il sera question de l'expression poétique. Voyez l'excellent livre de l'abbé Dubo, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture. Bon, écoutez, j'ai trouvé les PDF de ces 3 trucs, et comme ça plante pas mal ce soir, je vais pas vous les montrer, parce que j'ai peur que ça n'envoie tout chier. Donc, je vous les fous sur le Discord, vous les lirez, vous regarderez, c'est très beau. Donc, il y a le livre de l'abbé Dubo, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture. J.B. Vico, Scienza Nueva, De Brosse, Traité de la malformation mécanique des langues. Donc, De Brosse, c'était un historien et un magistrat. Je vous en ai déjà parlé dans un autre live qu'il avait écrit. Je crois qu'on avait parlé un petit peu de colonisation. C'est lui qui a écrit l'histoire des navigations aux terres australes. Il avait compilé comme ça tous les voyages qui avaient pu être faits dans les mers du Sud et il l'invitait à une grande campagne d'exploration là-bas pour exploiter le continent. Et on lui doit, apparemment, le mot Polynésie. Donc il a participé par exemple à l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, Charles de Brosse. De Brosse, oui. Maupertuis, réflexion philosophique sur l'origine des langues et la signification des mots. Donc ça aussi, je vous l'ai mis. Maupertuis, c'était un philosophe et un mathématicien. Il est connu surtout pour ses positions newtoniennes. C'était un défenseur ardent des théories newtoniennes, toutes neuves à l'époque où il écrivait. C'est un contemporain de Newton. Et notamment sur la configuration des planètes. Et il va beaucoup participer à la diffusion des idées newtoniennes, notamment auprès des encyclopédistes, mais aussi auprès de Voltaire, etc. Il a fait pas mal de découvertes apparemment importantes en physique, en biologie. Voilà. On le considère même comme un précurseur de la génétique, ce Maupertuis. C'est pas rien. Donc Rousseau, Herder, etc. Leibniz ne se contente pas de demander à la nature l'origine des substantifs, adjectifs ou verbes. Il va jusqu'aux propositions. C'est là qu'on y va quand même, comme à, avec, de, devant, en, hors, par, pour, sur, vers.
qui sont toutes prises du lieu, de la distance et du mouvement, et transférées depuis à toutes sortes de changements, ordre, suite, différence, convenance. Ainsi, les liaisons logiques, aussi bien que les termes, trouvent dans l'action une origine naturelle. Donc Leibniz voit bien effectivement les impasses auxquelles pourrait conduire un kratilisme purement nominal, et il essaye d'appliquer cette espèce de lecture d'une naturalité jusqu'aux structurations du discours. Mais évidemment, ce sont les éléments de la structuration qui sont visés. Et ce qui évidemment n'a aucun sens en dehors de cette construction et de ce système lui-même. C'est pas, là encore, ce n'est pas un agencement, c'est une articulation. Nous ne passons pas notre temps à disposer des mots comme les trous dans un QCM pour construire des phrases. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et évidemment, cette tentative de kratilisme étendu ne tient pas compte des faits de langue. Ce n'est pas du tout que Leibniz veuille dériver le langage entièrement de la nature, mais ayant posé en principe nil sine ratione, les mots, donc ni la convention elle-même, si on invoque une convention, ne peuvent être sans raison. D'autant moins, professe encore notre philosophe, qu'il n'y a pas de discontinuité entre la sensibilité et l'entendement. Alors, la sensibilité n'est pour lui que l'entendement obscurci. Donc il y a un plan de coupe, en fait, entre sensibilité et entendement. Notre philosophe était aussi historien et politique. À ce double titre, il était amené à s'intéresser aux langues en général et à la langue allemande en particulier. L'essentiel de ses recherches, qui font de lui un des fondateurs de la philologie, a été rassemblé par Eckhart, donc pas Maître Eckhart, mais un certain J.G. Eckhart, dans Illustris Viri Godofre, Guilhelmi Letni Collectionae Etymologica, Illustrationi Linguarum, Veteri Celticae, Germanicae, Gallicae, donc une sorte d'essai comparatif des langues. Que je chercherai de voir si on ne peut pas trouver là aussi un facsimilé chez Gallica. En 1718, Feller recueillait à Leipzig d'autres textes, donc Otium Annoverarum. Il étudie, et il spécule aussi, sur la filiation des langues pour découvrir la filiation des peuples. Il se donne... découvrir à travers la filiation des langues une filiation des peuples, c'est pas étranger aux réflexions contemporaines sur les langues indo-européennes, par exemple. C'est-à-dire l'histoire des migrations et des peuples observée depuis les points de jonction linguistiques. Salut maman. Bah, dis donc, tu es tardive. Tu fais pas dodo, toi. Donc, c'est pas non plus une vue de l'esprit complètement ni aberrante, ni purement circonstancielle et historique. Donc, pour trouver une langue primitive, donc en allemand Ursprache, qui se divise en deux rameaux. Alors, les rameaux qu'il trouve seraient le japhétique. Donc, Japhet, je suppose que ça vient du nom Yahafet, qui était, dans mes souvenirs, un des fils de Noé. Donc, le japhétique qui serait nord-est de l'Asie et Europe, et l'araméique, sud-ouest de l'Asie et nord-ouest de l'Afrique. Le premier rameau se divise, selon lui, en scythe et en celtique. Le scythe engendre les langues turques, slaves, finnoises et grecques, et le celtique engendre les langues germaniques et celtiques. Donc là, il y a des combinaisons hautement fantaisistes quand même en grande part, dont le mélange, qui comprend le français et le latin, en se mêlant au grec, avait formé le latin. En repartant de l'araméique, il conduirait à l'égyptien et aux langues arabes. Ces dernières comprennent l'arabe, le syrien, le chaldéen, l'hébreu, le punique, l'abyssinien, l'amharique. Ce tableau fait apparaître une originalité de Leibniz. C'est qu'il ne prend plus pour Ursprache l'hébreu. C'est donc la première langue adamique. C'est assez fascinant, puisque la question de la langue adamique comme première langue et premier texte ne peut se fonder en raison que sur la seule origine que nous lui connaissions, à savoir, effectivement, depuis les têtes hébreux. Donc, par quel tour de l'esprit on peut y échapper? Et l'hypertexte dit maintenant, c'est souvent l'inverse. L'analyse génétique permet d'explorer des comparaisons de langues. Je pense que c'est, c'est co-constructif, en fait. C'est, il y a chaque poste d'observation permet, par comparaison, de vérifier d'une certaine manière les hypothèses soulevées par l'autre poste, quoi. Donc je suppose que ces deux modalités sont co-fécondantes, quoi. Alors qu'est-ce que c'est pour Leibniz que cette
Ursprache, si c'est pas l'hébreu. Évidemment, la langue d'Adam, langue naturelle par excellence. Mais Leibniz n'en dit rien parce qu'on ne peut pas en traiter scientifiquement. Sur la filiation des peuples tirée de la filiation des langues, il faut lire ses nouveaux essais, par exemple au livre 3, le chapitre 2. En ce qui concerne la langue allemande, il ne faut pas oublier qu'elle s'unifiait à peine au XVIIe siècle, grâce à la traduction de la Bible en allemand par Luther, et grâce à la nécessité où se trouvaient les quelques 300 États du Saint-Empire romain germanique de communiquer entre eux par une langue de chancellerie uniforme. Donc, de l'Empire du Saint-Empire germanique, on a déjà dûment parlé, on a parlé de sa formation historique sous Othon et de son long développement à travers toute l'Europe. Je crois qu'on a évoqué ça quand on a parlé des luttes entre les Guelfes et les Gibelins. Donc je ne vais pas revenir sur la longue histoire du Saint-Empire germanique, mais effectivement, il est géographiquement explosé, quoi. Si Leibniz avait écrit son œuvre en allemand, il n'aurait pu avoir de lecteur en Germanie elle-même. Donc il écrit en latin, je crois. Il a tout fait en patriote pour promouvoir la langue allemande, en multipliant les projets d'académie, qui ont parfois abouti à quelques réalisations, ou de programmes scolaires. Il faisait de bonnes salades au thon. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Il a même soutenu sur l'excellence de la langue allemande une théorie qui annonce environ 150 ans